bonjour et bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez la matinale de Média TV. Tout de suite, le journal. Voici le sommaire. Le Maroc prend l'initiative et lance à Srerat une réflexion avec ses partenaires africains sur des politiques migratoires coordonnées. Objectif, défendre au mieux les intérêts de l'Afrique dans le cadre du débat international sur la crise migratoire. Dans ce journal, les explications du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Les choses se corsent pour le président américain Donald Trump, notamment dans le désormais célèbre Russiagate qui implique l'équipe de campagne du président. Le procureur spécial en charge de cette affaire met en accusation 3 membres de cette équipe, dont l'ex-directeur Paul Manafort, qui entre autres est accusé de complot contre les États-Unis, de blanchiment et de fausses déclarations. Et dans l'actualité nationale, toujours, Casablanca se dotera bientôt d'un nouveau musée. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu hier avec l'initiatrice de ce projet ambitieux. Leila Mziane veut ainsi offrir à la Ville Blanche un espace d'échange et de participer aussi à la préservation du patrimoine casablancais. Bonjour à tous. Le Maroc a donc lancé hier à Srerat une réflexion avec plusieurs pays africains, réflexion dont l'objectif est d'élaborer des politiques migratoires coordonnées et ainsi défendre au mieux les intérêts de l'Afrique dans le cadre du débat international sur la crise migratoire. Ces discussions à huis clos se poursuivent jusqu'au 1er novembre. Elles réunissent une quinzaine de ministres représentant les sous-régions du continent ainsi que des organisations internationales et des experts. Les détails dans ce reportage de Kamal Ronaim et Rachel Fadli sur un récit de Fayrouz Metaleb. Une première pour le Maroc, alors que le roi Mohamed VI a été chargé par ses pairs africains de travailler sur la thématique de la migration lors du dernier sommet de l'Union africaine. Une retraite consacrée à cette thématique s'est tenue hier à Rabat. Cet événement a rassemblé ministres des Affaires étrangères africains et représentants d'associations travaillant sur la thématique de la migration. Présente également Louise Arbour, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la migration. Cette retraite ici, c'est d'essayer d'articuler une position africaine parce que la migration, elle est très sous-régionale, très régionale avant d'être internationale à un plus grand niveau. Et donc, je pense que dans les prochains jours, on va avoir un dialogue interafricain pour bien positionner l'Afrique dans le contexte de ce pacte mondial. Ce think tank, présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, est appelé, à travers les ministres africains et les hauts responsables présents, à dresser une feuille de route pour l'agenda africain pour la migration. Leurs propositions seront soumises au prochain sommet de l'Union africaine en janvier à Addis Abeba. Aujourd'hui, on est convaincu que le temps de l'Afrique est arrivé. Parce que l'Afrique aujourd'hui est le seul continent en transition démographique dans le monde. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et malheureusement, on n'a pas toujours des réponses pour créer des emplois qui sont adaptés à l'employabilité des jeunes. Or, quand on regarde les phénomènes de migration internationale, on se rend compte que les Africains d'abord migrent sur le continent africain, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères du Maroc. Le Maroc, qui a réintégré l'Union africaine début 2017, a adopté en 2013 une nouvelle politique migratoire et mené 2 campagnes de régularisation de clandestins, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. La question migratoire sera un des grands sujets du prochain sommet Union européenne-Union africaine, prévu fin novembre à Abidjan, alors que les Européens cherchent par tous les moyens à limiter l'afflux des clandestins. Et hier, dans notre édition de Rabat, Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, était en duplex depuis Srerat. Il est notamment revenu sur la nécessité pour notre continent de se doter d'une vision sur la question migratoire. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. L'Afrique n'a pas le choix. L'Afrique doit développer sa propre vision. L'Afrique décomplexée, c'est une Afrique qui s'assume. Et cette Afrique décomplexée, c'est une Afrique qui assume ses responsabilités par rapport à ses citoyens, par rapport à ses partenaires. Il est important que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. L'année 2018 sera une année diplomatique axée sur la migration.
Il y aura bien sûr déjà à la fin de cette année le sommet UE-Afrique où la question migratoire sera à l'ordre du jour. Il y aura également le dialogue de haut niveau qu'organiseraient les Nations Unies en décembre 2018, probablement sur une terre africaine, et qui sera un événement important pour développer un consensus international autour de la question migratoire. Il y a aussi le Forum mondial sur la migration et le développement que le Maroc co-préside avec l'Allemagne et qui tiendra sa conférence au Maroc l'année prochaine. Donc autant d'échéances, autant d'événements qui exigent de l'Afrique de parler d'une seule voix, de développer une vision et de renforcer sa position de négociation pour ne pas être seulement l'objet de ces conférences internationales, mais pour qu'il devienne un véritable acteur dans ce genre de débat. Rappelons que cette retraite régionale sur la migration se poursuit jusqu'à demain, mercredi. Actualité nationale toujours, c'était le grand oral du chef du gouvernement hier à la Chambre des représentants, avec un accent particulier sur le dossier de la régionalisation avancée. Saadine Le Othmani a ainsi réaffirmé la volonté de son gouvernement de mener à bien ce chantier et ainsi hisser nos régions au rang de partenaires à part entière de l'État. Par ailleurs, à la question sur la politique publique relative aux jeunes, le chef du gouvernement a répondu que son gouvernement œuvrait pour intégrer les jeunes dans cette politique publique ainsi qu'une plus grande inclusion de la société civile dans la mise en œuvre des programmes du ministère chargé de la jeunesse, et ce, tel que prôné par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dans le volet international, les États-Unis préfèrent faire cavalier seul pour aider les pays du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. 60 millions de dollars en aide financière à ces pays, mais sans passer par les Nations Unies, comme l'espérait en tout cas la France. Selon le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, cette aide prendra toutefois la forme d'une assistance bilatérale à ces pays du G5, à savoir le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Et dans notre région, en Libye, arrestation d'un des suspects derrière l'attaque contre le personnel diplomatique américain à Benghazi en 2012, en la personne de Mustafa al-Imam. C'est le président américain Donald Trump qui a annoncé sa capture, sans toutefois donner d'indication sur le rôle exact d'al-Imam dans cette attaque qui avait coûté la vie à l'ambassadeur américain en Libye de l'époque. Selon l'accusation, al-Imam faisait partie d'un groupe d'une vingtaine d'hommes armés qui ont pénétré dans la soirée du 11 septembre 2012 dans le complexe diplomatique avant d'y mettre le feu, notamment dans la villa où se trouvait le diplomate. Par ailleurs, un autre Libyen, Ahmed Abou Khatala, est actuellement jugé à Washington pour la même attaque. Il a été capturé il y a 3 ans par un commando américain. Au Kenya, sans grande surprise, le président sortant Uhuru Kenyatta remporte haut la main le scrutin présidentiel du 26 octobre. Le score est sans équivoque, un peu plus de 98% des voix. Rappelons tout de même que cette élection a été boycottée par l'opposition et où le pays en sort plus que jamais divisé. Mais pour Kenyatta, cette nouvelle victoire vient confirmer celle du 8 août, finalement annulée en justice. C'était d'ailleurs une première sur notre continent. L'annonce de sa réélection fait craindre de nouvelles violences dans les bastions de l'opposition, en l'occurrence, et soulève déjà dans les médias locaux la question de la légitimité du président au terme d'une élection tronquée. Les précisions avec notre correspondante à Nairobi, Charlotte Simonard. Le scrutin a été largement boycotté à l'appel de l'opposition. Plus de 6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés. Et puis amer également puisqu'une partie de la population n'a pas voté dans l'Ouest en raison des violences. 4 comtés, ça représente tout de même 9% du corps électoral. Alors dès l'annonce des résultats, Uhuru Kenyatta s'est exprimé. Il considère que ce résultat n'est qu'une confirmation de sa victoire du mois d'août dernier et il se félicite de s'être soumis au processus électoral et d'avoir ainsi respecté la Constitution. Uhuru Kenyatta n'a jamais cité son opposant principal Raila Odinga dans son discours, mais il l'a tout de même évoqué avec un petit sourire en coin en disant qu'il s'attendait à ce que sa victoire soit une nouvelle fois remise en jeu par l'opposition qui selon lui retournera encore devant la Cour suprême pour la faire annuler. Laissons-les faire ce qu'ils veulent, a-t-il déclaré. Alors dans les rues, c'est la joie qui domine du côté des partisans du président sortant. En revanche, dans certains bidonvilles de la capitale, des heurts éclatent déjà ce soir entre partisans de l'opposition et forces de sécurité. On s'attend à une nuit de violence dans certains coins du pays suite à l'annonce donc de ces résultats.
Un mot à présent sur la crise en Catalogne. Les yeux sont rivés aujourd'hui sur Bruxelles, où se trouverait le président catalan destitué Carles Puigdemont. On attend sa réaction au lendemain d'une procédure le visant pour la déclaration d'indépendance de la région, désormais sous tutelle de Madrid. Selon la presse espagnole, le dirigeant séparatiste serait parti dans la capitale belge avec 5 de ses conseillers, eux aussi destitués par Madrid, comme d'ailleurs tout le gouvernement catalan. Et selon un avocat belge, Puigdemont ne serait pas en Belgique pour demander l'asile, comme y a fait allusion la presse espagnole. Du nouveau dans le Russiagate, où le dossier de l'ingérence russe présumée dans la dernière présidentielle américaine. Le procureur spécial en charge de cette affaire, Robert Mueller, a mis en accusation 3 membres de l'équipe de campagne de Donald Trump, dont l'ex-directeur de cette équipe, Paul Manafort. Manafort et son associé Richard Gates font l'objet de 12 chefs d'accusation, dont certains sont graves. On notera complot contre les États-Unis ou blanchiment, ou encore fausses déclarations et non-déclarations de comptes détenus à l'étranger. Et ce n'est pas tout. Nettement plus embarrassante pour Donald Trump, ce sont les révélations de l'un de ses anciens conseillers, jusqu'à maintenant resté dans l'ombre. Il s'agit de George Papadopoulos, qui vient de plaider coupable pour avoir menti aux enquêteurs de la police fédérale. On écoute à ce sujet l'éclairage de Yannick Mirer, politologue français spécialiste des États-Unis et fondateur de la revue politique américaine. Il est au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Les détails, on les connaîtra peu à peu. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des affaires de blanchiment d'argent étranger dans des conditions douteuses qui servent des intérêts politiques étrangers et servent de conduit au recyclage de cet argent étranger, russe en l'occurrence, dans l'économie américaine, avec un mélange de genres, à savoir d'une part cet aspect économique et financier des choses, et d'autre part la constitution peut-être de réseaux d'influence d'une façon générale. Les détails viendront petit à petit jusqu'à la question de savoir s'il y a, de la part de M. Manafort, disons une tentative d'influence par ces sources étrangères qui étaient ses clients, d'influencer non seulement le processus électoral, mais aussi simplement les décisions, le tableau de bord du candidat républicain. On y viendra petit à petit, parce qu'il faudra démontrer qu'il y a une collusion directe du président américain à leur candidat avec une puissance étrangère, en l'occurrence le pouvoir russe. Et on termine avec de la culture, avec le coup d'envoi hier à Casablanca de la construction du musée Leïla Meziane. Cette initiative de la fondation qui porte le même nom offrira à la capitale économique un lieu d'échange et de partage, participant ainsi à la constitution, à la préservation de son patrimoine. C'est un reportage de Raja Fadli et Kamal Rounaï sur un récit de Souha Aboutaha. Redynamiser et revitaliser l'offre culturelle dans la ville blanche, c'est le pari que s'est lancé Leïla Meziane. Cette nouvelle structure a pour ambition de jouer un rôle de premier rang dans la reconnaissance du patrimoine national marocain et dans son rayonnement. Le projet, il est né depuis quelques années. J'ai commencé à penser à faire un musée. Et c'était pour pouvoir exposer tous les patrimoines marocains. Et donc il y a le patrimoine citadin, avec les villes les plus importantes, et c'est Fès, Meknès, Essaouira, Tanger, Tétouan, c'est les plus importants. D'une architecture moderne et contemporaine, imaginée par l'architecte Tariq Ouelelou, le musée sera construit selon les standards internationaux. En matière de construction et d'aménagement de musée est composé de 6 étages et de 2 sous-sols. Plus gros musée casablancais, ouvert sur la ville, avec une architecture contemporaine et radicale, et qui j'espère sera une attraction pour le cœur des Casablanca. Le musée, situé à 2 pas de la cathédrale de Casablanca, dévoilera les plus belles œuvres de la collection privée de Leïla Meziane. Des œuvres qui, selon elle, sont le fruit d'une culture entre Amazigh et citadinité, entre passé et présent et entre tradition et modernité. Une riche collection qui nous sera donnée à découvrir dans moins de 2 ans, quand le musée ouvrira ses portes. C'était le journal de la rédaction. L'info continue sur Médien TV. Merci de rester avec nous.